relatively simple means to address many complex problems in the built-up environment. So instead of designing our streets to cater for faster traffic, we are beginning to rediscover their value as public spaces, streets as places to spend quality time and experience a sense of belonging. It remains a continuous planning challenge, even in the Netherlands. Cities have always been built to meet each other. This was marketplaces, to meet people. Relationships were important in cities. But we have replaced this by consumerism. People were buying things, just driving with cars into the city. Now, when we make new priorities in our policy for cities and for policy in general, to put a priority in relationships between people, then we support the cycling, then we support freedom for children, priorities for children, and for bikes, good priorities for happy colonies. We should learn from this conversation that the way that we currently talk about transport is very systematic, instrumental, technical. It's about flow, it's about safety, it's about speed, it's about time and money. While what we learn from this current conversation is that being mobile also has to do with all kinds of other elements, like creativity, equality, trust, and the like. I think overall it means that if we talk about traffic, we don't talk about flow anymore, but we talk about what kind of society we want to be, what kind of city we want to be. And if we manage to do that, we reclaim this conversation about traffic space and talk about public space. And we stop thinking about organizing interaction through external rules and embrace this idea of human interaction, eye contact, as a way to organize this space in our cities. Cycling. Simple, enjoyable, inclusive, a force for good. And we've hardly scratched the surface. Thankfully, it's an activity that when doing it, gives us the time and energy to come up with even more creative ideas. We hope that next time, when you pick up your bike, you'll think about why you cycle. Même si c'est des choses qui peuvent paraître un peu loin de ce qu'on voit chez nous, voilà. Donc on voulait vous montrer le vélo un peu en tant que philosophie et de montrer à quel point c'est pas forcément une question de moyens, c'est une question de philosophie de ce qu'on veut faire de nos villes. Donc pour poursuivre donc la soirée, avant d'entamer le débat, je vais demander à Julien Dellier, qui est géographe, maître de conférence, de nous faire le bilan du paramètre des villes cyclables. Donc c'est organisé pour la deuxième fois par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est la fédération à laquelle nous adhérons, et donc qui a fait une enquête massive, qui est la plus grande enquête vélo qui a jamais été réalisée, et donc qui permet de classer les villes françaises et notamment de voir, nous, sur Limoges, les enseignements qu'on peut en tirer. Donc, la FUB, ça rassemble plusieurs centaines d'associations comme Vélo. Et donc le baromètre était une enquête qui a permis à 180 000 personnes, plus de 180 000 personnes de répondre. Et donc qui a sorti des statistiques et des avis, des avis sur le vélo, qui vont nous permettre, on espère, d'enrichir le débat et de faire basculer des avis sur le vélo.
Bien, merci, bonsoir à tous. Ben, merci d'être si nombreux, c'est déjà un bon signal, je pense, envoyé que d'avoir une soirée avec autant de participants. Alors, effectivement, là, je vais donner un petit peu la parole aux pratiquants, puisque cette soirée, ça va se distinguer en plusieurs temps, enfin la suite de cette soirée. Donc, un temps, parole aux pratiquants, donc sur les retours de ce qui a été remonté à cette enquête de la FUB. Ensuite, un temps où les candidats ont 3 petites thématiques sur lesquelles on souhaitait les faire les intervenir. Et puis ensuite, un échange libre avec personne. Alors, pour commencer, donc, le baromètre des villes cyclables administré par la FUB, donc, Jérôme l'a dit, c'est la plus grande enquête à ce jour qui a été réalisée, parce qu'il y a plus de 180 000 réponses, 768 communes avec suffisamment de réponses pour pouvoir être classées. Sur Limoges et sur l'agglomération, malheureusement, on est juste en dessous de la maille pour un certain nombre de communes, même s'il y a des réponses, le nombre de réponses a progressé, on est encore un peu au-dessus de la maille pour des communes comme Puisex, Condax, etc. Donc on se donne rendez-vous dans 2 ans, espérant que dans 2 ans, on aura aussi les éléments diagnostiques sur ces communes-là. Donc sur ce classement, ici, vous avez le classement des villes entre 100 et 200 000 habitants. La notation, elle est sur plusieurs critères qu'on va détailler rapidement. C'était une note de 6. Donc, vous voyez, Limoges, c'est la 20e ville sur 31, avec une note moyenne de 2,56. Donc on est en dessous de la moyenne et en dessous du seuil dit de note positive. Très loin de la ville de Grenoble, qui est encore en tête de ce classement de cette taille de ville. Un petit point d'attention, alors vous pouvez, à mon avis, pas bien lire le nom des villes. Je m'excuse, ça m'a taille de vidéo. Mais grosso modo, quand on regarde les noms de ces villes qui ont été classées, donc on a un certain nombre de cyclistes qui circulent, qui répondent à cette enquête, ni la météo, en fait, il y a Le Havre, Caen, qui sont placés bien plus haut dans le classement, ni le relief, Besançon, on explique de manière centrale, en tout cas, le recours au vélo. Donc ce ne sont pas, on va dire, des freins définitifs. Alors, les catégories de questions, donc là c'est la synthèse sur Limoges, 6 catégories de questions qui permettent d'établir cette notation globale. Donc à Limoges, c'est 267 répondants qui ont été vérifiés, donc c'est des réponses, il y a eu plus de répondants que ça, mais ensuite il y a eu un traitement statistique pour affiner un peu le traitement. Donc ils ont été appelés à donner leur avis en termes de ressenti global, de sécurité, de confort, d'effort de la ville, de services, de stationnement et d'évolution en ce qui concerne la pratique du vélo. Donc Limoges n'obtient la moyenne que dans une seule des 6 catégories, et pour le reste le bilan n'est pas vraiment reluisant au regard de cette notation. Et la notation défavorable, en fait, elle est assez transversale. En fait, ça s'explique complètement par les questions qui sont posées, puisque, alors ça va être un peu quelques éléments qu'on va tirer. Il y a une synthèse en ligne disponible publiquement, je vous invite à la regarder. Mais si on regarde, alors, concernant le ressenti global, le déplacement à vélo, il est jugé de manière négative, c'est la première question, entre très désagréable ou agréable quand vous vous déplacez en vélo. Donc vous voyez, c'est plutôt le très désagréable, désagréable qui importe, si on fait là, puisqu'on est à deux quelque chose. Et ça, on peut le relier, en fait, si on est dans la sécurité en face, d'une part, d'abord la sécurité au ressenti global, au manque d'un réseau d'itinéraires cyclables efficace, donc ce qui explique effectivement que la pratique du vélo ne soit pas jugée de manière extrêmement favorable. Et deuxièmement, si on regarde la sécurité, à la question, au sentiment d'insécurité, puisque effectivement, en l'absence de réseau, eh bien, il y a la question de la cohabitation qui n'est pas sereine sur une voirie qui n'est pas adaptée, d'une part. Et c'est renforcé, ça je trouve que c'est tout à fait intéressant dans ces résultats, c'est la question qui portait spécifiquement sur les enfants et les personnes âgées. Alors la question c'était pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo dans la ville et donc on avait à choisir entre très dangereux ou très sûr. Vous voyez que là on est à 1,46, on est très clairement dans le très dangereux, et ça semble être un point extrêmement intéressant puisque comme ce sont les publics les plus vulnérables, on peut dire qu'une action en faveur de ces publics-là serait une action qui serait à même de faire passer véritablement la pratique du vélo dans une autre dimension à Limoges. Par exemple, sur le gain d'autonomie des enfants, sur la capacité des enfants à pouvoir aller dans les lieux scolaires, que ce soit à l'école primaire, le collège ou le lycée, par leurs propres moyens en vélo. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas ou très peu le cas.
A contrario, bon, quand même des points favorables, la relation piéton-cycliste, qui est jugée peu problématique, non conflictuelle, vous voyez, c'est la note qui est positive. C'est un bon point, toutefois c'est un point d'attention également, parce qu'une hausse du pratique du vélo en absence d'aménagement, c'est possiblement une augmentation, une crispation un petit peu des relations entre les piétons et les cyclistes sur des espaces qui, effectivement, sont difficilement partageables. Alors pour continuer sur la même note, on va sortir un peu du rouge, on est dans le jaune, alors le jaune c'est encore négatif, dans le vert c'est un peu plus positif. Limoges est bien noté en termes d'équipement, en termes d'ateliers, de type de vélo, plutôt bien noté, si on regarde par rapport à la moyenne, on dirait c'est pas mal. L'effet Véligne ici sur la location joue, alors avec par contre, quand on nuance avec les commentaires qui étaient associés, effectivement un début de frustration sur les délais d'attente qui commence à poindre, et donc qui pourrait bien, effectivement à l'avenir devenir peut-être une limite. Sur le plan des stationnements vélo, là encore, il y a une demande, en fait, la hausse de la pratique fait que c'est une demande qui devient de plus en plus importante, et notamment qui se diversifie, un stationnement à proximité du domicile, sur le lieu de travail, et dans les pratiques d'intermodalité qu'il va falloir donc prendre en compte pour éviter d'avoir une notation qui se dégrade, et donc un ressenti lui aussi qui suit. Alors, maintenant j'en viens à... Pour la carte, sinon on va rien. En fait, l'originalité de l'enquête de la FUB, alors moi en tant que géographe ça m'intéresse, c'est qu'on a eu une carte qui a été réalisée, c'est-à-dire que chaque personne avait à proposer trois points et trois segments, on va parler comme ça, 3 points et 3 segments sur lesquels pour lui il y avait une vraie problématique de l'aménagement du vélo. Donc ces 3 points et 3 segments, on est d'accord, hein, c'est de l'inadéquation des aménagements ou de l'absence d'aménagement tout simplement. Et quand on regarde finalement ce qui se dessine sous nos yeux, c'est intéressant parce que ce qui se dessine, c'est 267 retours terrain de cyclistes quotidiens à Limoges. C'est une ampleur assez inédite en termes de cartographie contributive. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent d'avoir ça à ce point-là. Et ce qu'on distingue, eh bien, c'est des pénétrantes qui ressortent. Alors bien sûr, les deux plus fortes, c'est François Perrin et un bout de la rue Hermont Dutré, mais vous avez le Mont-Ville, vous avez un bout de l'avenue Albert Thomas, etc. Les boulevards périphériques, qui sont des radios concentriques, autour du centre-ville, donc le boulevard de Saint-Dieu, on pourrait l'appeler, le boulevard vraiment périphérique au-delà. Des carrefours dans les lieux centraux. Il ne faut pas toucher à la télécommande en même temps. Le pointeur, mais... Ah non, c'est un joint. Et en creux, en fait, ce qu'on peut voir, c'est forcément qu'on n'avait que 3 choix, enfin 6 choix en tout, il y a les nécessaires liaisons à créer. Mais grosso modo, sous vos yeux, en fait, c'est le besoin en termes de réseau cyclable qui est tracé. Pour des aménageurs, c'est quand même un outil relativement rêvé, c'est-à-dire que voilà, on a une carte, on sait où sont les attentes, que peut-on faire? C'est un peu la question qu'on pourrait poser. Et puis, c'est intéressant parce qu'en fait, cette carte-là, elle vient tout à fait se corréler à d'autres enquêtes qui ont été faites. Alors là, j'ai en tête une enquête qui est portée par Limoges Agglomération, Limoges Métropole, Limoges Métropole, sur les campus Venton-Marclan. Donc c'est un quartier qui concerne 20 000 usagers jour. Je crois que c'est un quartier qui concerne le plus de personnes par jour, et où donc il y a eu 1000 répondants sur ces 20 000 personnes. Alors, en termes de représentativité, là encore, ça explose les scores. La première cause de non-report vers des mobilités dites actives, marche, trottinette, vélo, ce que vous voulez, c'était l'insécurité et le manque d'infrastructures. Donc, qu'ils soient les pistes cyclables, les parkings, des choses comme ça, ou les aménagements pour les piétons. Donc, en fait, c'est complètement corrélé. Donc, ça, c'est plutôt intéressant d'avoir vraiment cet outil qui se dessine. Alors, c'est aussi une chose amusante parce qu'en fait, quand on parle d'aménagement cyclable, souvent ça semble un petit peu appartenir à l'école artistique du pointillisme, un petit point par là, un petit point par là, mais pas vraiment une vision structurante d'aménagement d'infrastructure comme on peut l'avoir avec le réseau routier, le réseau ferré. Il n'arriverait à personne l'idée de faire un tronçon routier qui part d'une part et arrive à nulle part. Ou un tronçon ferré, c'est tout le temps comme ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi des éléments qui montrent qu'il y a sans doute maintenant un petit pas à franchir. Alors, avant de donner, c'est ma dernière diapo de conclusion, je suis assez rapide, je suis content de moi pour une fois. Avant de donner la parole aux élus, quelques éléments alors, qui ressortent à la fois des résultats de l'enquête et puis des éléments bibliographiques qu'on peut avoir. Alors, je ne suis pas casse-pied, je ne vous ai pas mis des études à côté, mais si vous avez une étude bibliographique, on peut en discuter après.
Première chose, c'est que ça soit en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, donc dans les pays où on a suffisamment de retours sur la pratique, et l'enquête de la FUB permet en fait pour la France de nourrir un petit peu cette entrée statistique qu'on n'avait pas jusque-là, ou que sur certaines villes. La pratique du vélo, elle est corrélée à l'existence d'aménagements structurants et continus. Et ça, c'est très clair. Le relief, la météo, seul, ce n'est pas des facteurs limitants. Je ne dis pas que ça joue aucun rôle, je dis que ce n'est pas des facteurs limitants seuls. Donc, moi je suis géographe, je ne dis pas de déterminisme. C'est vraiment ce principe. Donc, pour un aménagement favorable au vélo, il se posait la question, c'est quoi? Alors, il y a deux principes qui semblent ressortir. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut concevoir la ville de demain pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Et les défis d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la transition énergétique, c'est le changement climatique. Ça veut dire qu'il faut privilégier des mobilités vertueuses, enfin si elles ont été privilégiées jusqu'ici. Je vous les donne dans l'ordre, hein, les mobilités vertueuses, pardon. On part de celle qui est la moins consommatrice d'espace et la moins consommatrice de ressources, c'est la marche à pied. Ensuite, on va avoir toutes les mobilités qui sont dites portées mais musculaires, le vélo, la trottinette, voilà. Ensuite, on va avoir les déplacements utiles, les transports collectifs, pardon, j'ai oublié. Donc ensuite, on a les transports collectifs, d'accord. Ensuite, les déplacements utilitaires, et en dernier, les déplacements individuels motorisés. D'accord. Donc on est un petit peu à l'inverse finalement de la pratique qu'on a pu avoir depuis 50, 60 ans. Ça demande donc de penser le développement de réseaux structurés et continus, efficaces, en priorité pour les modes vertueux. D'accord. C'est-à-dire que l'interruption de réseau doit se faire en priorité sur les modes les moins vertueux. Je laisse réfléchir là-dessus. Ensuite, ça veut dire concevoir des aménagements qui soient adaptés. Alors, cohérents, adaptés, donc ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir sur un aménagement qui soit compréhensible. On n'est pas tous polytechniciens ou avec par des diplômes et des théories de l'intermodalité hyper complexes en tête. Quand on aménage une ville, il faut qu'elle soit lisible à l'usager lambda. D'accord. Ça veut dire que quand on a une ville, on ne doit pas réfléchir au cas par cas, du mètre par mètre, on réfléchit en termes de structuration, on a des typologies, on crée des typologies, et on aménage la ville en fonction de cette typologie, et l'usager s'y retrouve. D'accord. Si à chaque fois que vous arrivez sur un carrefour, à chaque fois que vous prenez une rue, la règle change, le sens change, le partage change, on ne respecte pas les règles trop complexes. Hein. Déjà que les règles simples, on a souvent du mal en France, alors les règles complexes, on n'y arrive pas. Bon. C'est aussi penser l'enjeu de la mobilité au-delà du centre-ville. Aujourd'hui, se déplacer de manière douce en centre-ville, on voit que la question de la piétonisation, par exemple, fait de plus en plus l'objet d'un consensus du centre-ville. Hein. Par contre, c'est la pensée au-delà. Et la pensée au-delà, ça veut dire en lien entre les villes-centres et les villes périphériques. Excusez-moi pour le candidat municipal et périphérique, c'est pas très joli, mais c'est pas un gros mot. Hein. Et c'est aussi dans les villes qui sont à la périphérie, entre ces centres-villes-là et leur périphérie, leur village. Évidemment, c'est aussi une question d'échelle qu'il faut penser. Et donc le réseau structurant, c'est pas un réseau à l'échelle que de Limoges qu'il faut penser, hein, bien sûr, mais c'est pas se dire qu'en dehors de Limoges, la question des mobilités douces, elle s'arrête parce que plus faible densité, parce que non, au contraire, hein, là il y a des enjeux qui sont très forts. Autre point, le troisième point, reconquérir l'espace public. Alors ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en très grande partie, l'espace public est privatisé. Alors je suis désolé, j'essaie de le chercher, puis je n'ai pas retrouvé là sur mon téléphone, le chiffre du PDU qui montre combien de surface terrestre est dédiée au parking en ville. En fait, vous avez quasiment plus de surface de parking que de surface de bâtiment. D'accord. Un parking voiture, c'est quoi? C'est un espace privatif. Une voiture, c'est quoi? C'est votre voiture, elle est à vous, elle est pas aux autres. C'est un espace privé. Qu'est-ce que fait une voiture la plupart du temps? Elle reste là. Elle ne bouge pas, la voiture, la plupart du temps. Et donc, on stocke sur l'espace public, hein, d'accord, une propriété privée. Donc, on occupe le domaine public. Le problème aujourd'hui dans une ville, c'est qu'une ville, c'est un espace contraint. C'est un simple problème de géométrie. Une ville, c'est un espace contraint. Donc, on peut agrandir la ville, on l'a fait longtemps. En fait, ça ne marche pas. Ça fait quand même un sacré nombre de problèmes. Donc, c'est un espace contraint. Et aujourd'hui, on a des volontés. On veut végétaliser la ville. Ben oui, il faut lutter contre le changement climatique. Il faut rafraîchir ces villes. Donc, on a besoin de la végétaliser. On veut redonner la place aux piétons. Hein.
on veut avoir de la place de marcher sereinement et de ne pas se faire écraser par une voiture. On veut donner de la place au vélo parce qu'il faut favoriser les mobilités douces, actives. Mais tout ça, comment le faire? À moins qu'il y ait des gens qui soient magiciens ou à moins de vouloir creuser. Enfin, l'aménagement le plus simple, hein, c'est de se dire, réfléchissons ensemble. Et ce qu'il faut, c'est redonner à l'espace public sa valeur publique. Réfléchir intelligemment. Et donc, c'est pas dire qu'il faut plus de parking en ville, mais c'est dire le parking, c'est sans doute pas la priorité, parce que c'est pas l'usage le plus partagé de l'espace. Et donc, quand on a besoin effectivement d'avoir sur un espace beaucoup de contraintes, eh bien, la logique, c'est plutôt d'aller chercher finalement les solutions qui nous permettent de mieux partager et d'avoir plus de mieux répondre aux enjeux. Bon, apaiser la ville, ça va un peu avec la même chose. Alors, apaiser la ville, ça il y a tout un tas d'études qui sont très intéressantes, notamment à l'occasion de la mise en place des lignes de tram, de certains gros aménagements d'infrastructures routières, etc. Ou alors simplement des villes qui ont décidé de piétoniser, etc., un certain nombre de rues, ou de faire des aménagements un peu spécifiques, et qui montrent qu'en fait, à chaque fois qu'on apaise la ville, donc à chaque fois qu'on décide d'apaiser des rues, bon, bien sûr, c'est bénéfique pour les pratiques des mobilités actives, hein, puisque les gens eh bien, se sentent beaucoup plus légitimes et beaucoup plus en sécurité. Donc, notamment les personnes dites vulnérables, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais personnes âgées et les enfants, jeunes enfants, etc., gagnent en autonomie, ils peuvent se déplacer beaucoup plus simplement. Mais au-delà, et ça c'est peut-être quelque chose qui fait un peu moins consensus, c'est pourtant les études, il y a encore une étude du CEREMA qui est parue là, il y a 1 mois, non 2 mois, qui atteste ça, c'est que c'est très bénéfique pour le commerce. Voilà, ça fait faire des booms au commerce, notamment au commerce de proximité, celui qui aujourd'hui, je crois, commence à vouloir être un peu défendu par un modèle un peu différent et qui semble être un peu plus consommateur de ressources. Donc, ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire que le modèle économique de la ville qui intègre la voiture comme place centrale, hein, c'est un mythe, ça s'appelle le no business, no parking. Aujourd'hui, il est complètement démonté. C'est assez rigolo de voir que dans la représentation qu'on a tous, on surestime systématiquement la place de la voiture dans les modes de déplacement des gens qui, par exemple, font leurs courses. Il y a des enquêtes qui ont été faites par Lille, par exemple, qui montraient, les commerçants, on leur demandait combien de... Voilà, les gens ils viennent faire leurs courses chez vous comment? Réponse 90% en voiture. Pourquoi? Les commerçants, 90%, ils viennent en voiture. Bon, les gens, ils venaient faire leurs courses comme ils venaient travailler. En fait, quand on regarde les chiffres, c'était pas du tout le cas. On était à moins de 40% de voiture. Ah! Donc, en fait, quand on privilégiait la voiture, on embêtait 60% de leurs clients. Bon. Donc ça, c'est aussi un point de réflexion, et sans doute quelque chose qui peut un peu libérer, des fois, le poids qui pèse sur nos élus quand on revendique des choses. Et donc, candidat, bien sûr. Et puis, dernier point, là, c'est la question de l'investissement sur le vélo. Investir sur le vélo, en fait, c'est une grande économie. Pourquoi? Parce que, d'abord, le coût d'investissement sur le vélo, c'est très petit. Hein, j'ai trouvé des chiffres. 1 km d'autoroute urbaine, bon, faire une autoroute urbaine, c'est un gros truc, c'est structurant, ça prend des années, des décennies. Mais ça marque son aménagement. Bon, 1 km d'autoroute urbaine, c'est un réseau vélo, piste cyclable séparée, entier. Vous allez financer plus de 100 km. Bon, on peut peut-être réfléchir, parce qu'en termes de flux, vous allez pouvoir faire passer du monde sur ce réseau. C'est une économie aussi, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le budget des collectivités, et Dieu sait si le budget des collectivités, on en parle souvent, il n'a pas l'air d'être florissant. Le budget collectivité, le poids de la voirie, le poids de l'entretien de la voirie, on ne parle même pas du poids d'investissement sur la création de voirie, mais le poids de l'entretien de la voirie, il est extrêmement lourd. Bon. Qu'est-ce qui use la voirie? Les voitures. Les voitures, les camions, etc., mais les voitures. Les vélos, c'est pas la voirie. En fait, une piste cyclable, ce qui va l'user, c'est les racines d'arbres. Le vélo, avant qu'il use une voirie, vous pouvez compter. Donc, investir dans de la voirie, hein, ça c'est vraiment une économie pour la collectivité, mais ça demande d'accepter de se positionner en rupture. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'investissement qu'on va concevoir et produire dans le vélo, eh bien, le voir comme une économie, non plus le voir comme un investissement, comme on voit tous les aménagements, et donc ne pas le mettre sur la même ligne que finalement l'aménagement pour l'automobile, c'est vraiment une rupture dans la conception de la ville. Et ça, c'est quelque chose qui fait son chemin patiemment et qu'il faudrait voir si c'est possible peut-être de l'accélérer, si certaines personnes le souhaitent. Et c'est vraiment, je crois, ici, une des solutions pour penser, on parle beaucoup de smart city, bon, voilà, investir intelligemment son argent, il me semble que c'est pas mal, ça répond pas mal à la question de la smart city. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on peut passer aux différents aménagements. Donc c'était un petit bilan un petit peu de la pub, et du coup, sur ce, donc, on va inviter les différents candidats présents dans la salle à venir s'asseoir.
Alors, du coup, on va demander aux candidats qui souhaitent de s'installer. On a mis une douzaine de chaises. Il y en a qui sont venus à plusieurs. Donc, je pense un ou deux candidats par liste qui peuvent pouvoir ça va passer. S'il faut, on peut descendre une chaise de plus. Ce sera plus facile pour les interventions de faire face au public. Et donc, en attendant que vous vous installiez, on va travailler par thème. Donc, le premier thème concernera globalement le report modal de la voiture, de la quantité de transport. Donc, pour introduire la problématique, on peut constater qu'en France, et à Limoges en particulier, la voiture individuelle s'est imposée comme mode de transport dominant. Donc nous, la question sur laquelle on souhaiterait nous interroger et faire interagir avec le public, c'est sur le choix que vous souhaitez faire sur le report modal. C'est-à-dire quelle partie du transport automobile vous souhaitez basculer sur des modes de transport alternatifs. Si on prend l'exemple de la Hollande, on a des villes où on monte à des parts modales qui sont jusqu'à 50%. Donc en Hollande, ils sont à 30% en moyenne, du déplacement vélo urbain. Nous, à Limoges, on était, dans les statistiques, montré qu'on était à moins de 1%. Alors, il n'y a pas de statistiques plus récentes, peut-être qu'on a dépassé les 1%. Et en tout état de cause, le PDU, le plan de déplacement urbain, fixe pour 2030 un objectif à 4%. Alors, ce qui est bien pour Limoges, mais qui est finalement très peu ambitieux, d'autant plus que Limoges est quand même une ville étudiante, plus jeune, et que 4% de part modale en 2030, par rapport à la croissance qu'on voit actuellement des usages, ça paraît finalement assez peu ambitieux. Voilà, donc première question là, qu'on voudrait mettre au débat, c'est quels objectifs de report modal de la voiture individuelle vers les mobilités actives. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on prévoit, quelle place du coup pour le vélo. Donc on va vous laisser vous présenter individuellement. Donc moi je suis Bernard Tourbeco, je suis tête de liste de l'écologie en commun, alternative, solidaire, créative et démocratique, l'écologie en commun, l'écologie qu'on construit en commun pour gérer les biens communs, alternative pour dépasser les projets qui ont été élaborés jusqu'à ce jour et qui conduisent aujourd'hui à constater que la ville mérite d'être mieux gérée. Et vous avez vu Grenoble en tête du palmarès des villes cyclables, et bien Grenoble est conduit par un écologiste. Voilà. Bonsoir, Dominique Nexon, je suis candidat sur la liste de Bruno Comte à la commune de Penazol. Jean-Luc Chazela, même liste. Je vais d'ailleurs excuser Bruno Comte qui n'a pas pu venir ce soir, donc nous allons essayer de répondre du mieux possible. Bonjour, Sacha Dias, je me présente aux élections sur la commune du Vigen, donc dynamisme ensemble de Vigen, et moi je me présente surtout pour écouter la population et justement les besoins qui parfois sont oubliés et souvent on fait pour faire, mais ce qui serait bien aujourd'hui c'est de faire bien pour justement tout ce qui est écologie, avenir, nos enfants. J'ai vu là sur le film que c'est donner les habitudes aux enfants pour que derrière ils puissent s'épanouir et avoir des habitudes. Et aujourd'hui, souvent c'est oublié et il faut qu'on aille dans ce sens-là pour développer justement le transport. Bonsoir, je suis Danielle Souris, je suis conseillère municipale d'opposition à Limoges et je termine mon premier mandat. Je suis tête de liste de la liste Vivons Limoges, la liste citoyenne pour l'alternative, pour la justice sociale et climatique. Et donc, je me suis présentée. Bonsoir, Dominique Cacot, je représente la liste de Sébastien Larcher, qui s'appelle Ensemble pour Couzex, sans étiquette. Et effectivement, en tant que ville périphérique, on se sent un petit peu à l'écart effectivement de toutes ces réflexions. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup d'envie. Bonsoir, Antoine Boulestin, je suis candidate à Limoges sur la liste conduite par Mouvement Radical, La République en marche et la Nouvelle Écologie démocrate. Voilà. Comme mes collègues qui viennent de parler, effectivement, nous sommes tous intéressés par votre film et nous vous remercions de
d'avoir présenté, parce que cela nous permet de réfléchir autrement, et c'est vrai que Limoges doit participer à ce grand élan de modernité, de modernisation, à ce que sont aujourd'hui des villes-centres qui doivent acquérir effectivement une nouvelle modernité, une façon nouvelle de vivre avec leurs concitoyens, et loin, peut-être un petit peu plus loin de la voiture, en mettant en avant d'autres modalités de circulation douce, et en particulier le vélo. Émile Roger Lamberti, j'ai écouté avec intérêt ce qui s'est dit, et je me disais que de temps en temps, il faudrait que les géographes aient le nez dans les affaires et les gestions de ville pour qu'ils comprennent les portées de leur discours. J'ai souhaité me présenter à la mairie de Limoges pour essayer de changer un certain nombre de choses, et je vais vous citer un simple chiffre. 1200 bus par jour devant l'Opéra-Théâtre. J'ai souhaité que nous changeons ça, et pour le changer, eh bien, nous n'avions ni plan de déplacement urbain qui n'avait pas été revu par les élus de l'époque depuis bien avant 2000, pas plus que de plan de schéma des mobilités urbaines. Donc nous avons travaillé conjointement avec l'agglomération pour faire en sorte que nous ayons à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle du département et à l'échelle de la région, une vraie réflexion sur les modes de déplacement. Je peux m'honorer de ne pas avoir associé, mais je l'assume pleinement, parce que quand on part du Moyen-Âge, on n'arrive pas tout de suite au XXIe siècle. Et que ce que nous avons essayé de faire et ce que nous avons voulu, c'est réfléchir, avoir une vision globale. Et tout à l'heure, je peux vous faire des remarques et je vais vous les faire. Vous avez présenté des points. Est-ce que vous croyez que nous ne savons pas quelles difficultés il y a? Et je suis très heureux de voir que votre enquête, ce que vous précisez, est exactement dans la connaissance que nous avons. Est-ce que vous savez aussi que ce que vous avez présenté est quand même un film très particulier sur la Hollande que je connais bien. Je n'ai jamais vu de ville en Hollande et de circulation aussi tranquille et aussi apaisée. Alors par contre, j'ai vu des vélos et je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse géographique. Vous regarderez les villes françaises qui se déplacent sur des voies cyclables en grande quantité, ce sont Angers plat, ce sont là, c'est-à-dire là où il y a eu une géographie qui a permis de reconstituer. Et ce sont des villes qui, en plus, se sont reconstituées urbanistiquement. On pourrait y revenir, parce que le développement particulier de Limoges en termes d'urbanisme pendant 70 ans a fait en sorte que nous sommes privés effectivement de capacité de moyens de déplacement doux. Une autre remarque qui est évidente, c'est que vous ne pouvez pas, et nous avons essayé de le faire, vous ne pouvez pas transformer les quartiers, vous ne pouvez pas transformer, non mais, vous ne pouvez pas transformer les quartiers si vous n'avez pas de vision globale. La vision globale, il a fallu l'établir, il a fallu faire les études nécessaires. Aujourd'hui, il faut que vous ayez dans la tête que les rues sont étroites et que nous avons à passer des bus, parce que c'est une obligation, et que derrière les vélos, il faut qu'on puisse les insérer à côté des bus. Mais j'y reviendrai. L'objet, c'était de se présenter pour l'instant, donc on débattra un peu tout à l'heure. Et on va essayer de gérer au niveau de notre temps de parole. Faites attention, vous êtes assez nombreux, de ne pas monopoliser la parole pour que tout le monde puisse intervenir. Il y a des choses concrètes. Je vais être rapide alors. Émilie Rabeteau, une proposition à la Fondation Vienne, tête de liste d'une liste de gauche, à la Fondation Vienne, qu'on a le temps du lien. Et le lien, c'est aussi le lien vers les autres, grâce notamment au développement de la mobilité active, et pour le coup, ce soir, du vélo, bien sûr. Bonsoir à tous, je suis Philippe Germain. Je représente la liste Alliance pour Limoges. J'exerce la profession d'artisan taxi, ce qui me permet d'avoir un avis éclairé sur les déplacements urbains. Bien sûr, notre liste n'est pas défavorable ni au vélo, ni aux voitures, mais nous pensons qu'il faut partager intelligemment cet espace.
Les vélos à Limoges, dans la configuration actuelle de la ville, ça me paraît peut-être un petit peu utopique. Limoges est une ville où rien n'a été pensé pour les vélos. À l'époque de celle qui a précédé la gestion de M. Lambertry, on se contentait de peindre les trottoirs, les bordures. On mettait un pochoir avec une silhouette de vélo. On faisait, et on fait toujours rouler les vélos entre les voitures, les trottoirs. C'est incohérent. Ce qui est concret, c'est que ça a été très mal fait, très mal pensé. Prenez par exemple la rue des Arènes. On a une piste cyclable qui doit faire 50 cm, qui est à contresens de la voie de circulation. Alors, si on veut respecter l'ordre du débat, là on est déjà sur du technique, je ne t'en sais pas plus, donc je pense qu'on discutera de ça après. Il y a plein d'exemples qui nous montrent que ça a été mal pensé. Donc il faut repenser globalement les déplacements urbains en intégrant effectivement les piétons, en intégrant les vélos, les cyclistes et bien évidemment les automobiles. Je sais que beaucoup ici souhaiteraient éjecter les voitures de notre ville. Eh bien, c'est pas possible. Voilà. Bonjour, Thierry Miguel, donc je suis candidat tête de liste pour la gauche citoyenne, démocratique, sociale et écologiste. Donc je vais être très rapide puisque si j'ai bien compris l'esprit même du film, il fallait quelquefois changer de vitesse, ça permettait d'avoir une appréhension plus importante à la fois de l'histoire et de la géographie. On est passé du Moyen-Âge jusqu'à demain, on a peut-être oublié la Restauration, mais ça c'est un point de détail. Je pense tout à fait en fait que l'esprit du film était assez intéressant parce qu'il portait à la fois l'idéal de comment on peut changer à la fois l'homme et la société. Comment on change l'homme? Parce que le vélo, ça lui permet justement d'avoir une pratique, une liberté, une créativité. Comment on change la société? Ça permet le changement de la société, ça permet la rencontre avec l'autre et la création d'un espace public. J'ai beaucoup aimé cette notion d'espace public qu'on a vu dans le film, qui a été repris par les géographes. Et je pense que c'est assez important d'être à la fois dans ce double espace qui permet d'aller vers des jours heureux. Bonsoir, Gilles Bégou, je suis maire de la commune d'Ille, je me représente et je suis surtout vice-président de la communauté urbaine en charge des transports. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur le vélo, sur donc la position de vélo, les transports apaisés. Ça fait 6 ans qu'on réfléchit, ça fait 6 ans qu'on essaie de faire avancer la place du vélo au sein de la commune et de la communauté urbaine. Et je rejoins un de mes collègues qui disait que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose de fait il y a 6 ans. Je crois qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, on n'a pas fait assez, mais si on a le temps, si j'ai le temps, je vous expliquerai les lenteurs administratives pour implanter ce genre d'aménagement. Je vous quitterai vers 20h15, j'ai aussi un temps politique sur la commune, donc je me suivrai de vous quitter assez tôt. Bonsoir à toutes et tous, Vincent Léoni, je suis adjoint auprès d'Émile Roger-Lambertry, en charge de l'urbanisme notamment, et j'ai participé longuement au schéma des mobilités urbaines et au plan de déplacement urbain. D'ailleurs, je vois des personnes avec qui on a travaillé, de l'association Vélo notamment, et puis je suis bien sûr sur la liste d'Émile Roger-Lambertry. Laurent Debras, je suis colistier sur la liste de Thierry Miguel, la gauche citoyenne, sociale et écologique, et je suis un pratiquant du vélo. Et sur cette liste, je crois qu'on peut s'honorer d'avoir quelques pratiquants du vélo. J'ai parcouru plus de 10 000 km dans la ville de Limoges. Bonsoir, alors moi je m'appelle Liliane Marchand, je suis désolée, j'ai fait un peu ma timide parce que je fais partie de l'association Véli Vélo, je ne voulais pas trop me mettre en avant. Je suis sur une liste à Riac-Rancon, tête de liste Jacques Milosi, et c'est une liste sociale et écolo. Et moi aussi, je suis pratiquante au niveau du vélo. Donc quand j'étais croyante, maintenant je pratique. Et on peut faire Riac-Limoges, Limoges-Riac, et Riac et pas mal d'autres points d'agglomération à vélo, je confirme. Et je suis tout à fait persuadée que le vélo a une place essentielle dans l'agglomération de nos jours. Donc voilà pour les présentations. Donc sur le premier thème,
soit s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ou sinon la première question que vous souhaitez vous poser, c'est en termes de report modal, on peut parler en pourcentage, commencer à amener les chiffres. Quel objectif vous fixez en report modal? Alors je préfère parler de report que de part du... Enfin bien montrer que c'est du report, c'est-à-dire que si on donne de la place au vélo, on a vu que la ville est un espace contraint, si on donne de la place au vélo, c'est forcément qu'on prend de la place à d'autres modes de transport. Et si on hiérarchise les modes de transport, il faut prendre la place au moins vertueux, donc celui qui a le plus gros impact environnemental et qui prend le plus de place. On est sur la voiture individuelle. Voilà. Donc les uns et les autres, assez rapidement, est-ce que vous avez, quels sont les objectifs que vous fixez en termes de report modal de la voiture vers le vélo et les autres modes de transport actifs? Bref, essayez d'être rapide. Si on ne pouvait pas dépasser 3 minutes chacun, parce que vous pouvez prendre la parole. Moi, si vous voulez bien, je vais faire un état des lieux. Aujourd'hui, on a un plan de déplacement urbain qui a été travaillé, avec bien évidemment une diminution importante du rôle de la voiture dans ce plan de déplacement urbain. L'idée, c'est, dans notre communauté urbaine, c'est de proposer une structure transport en commun performante. Vous avez dû entendre parler du bus au niveau de service. Et aux entrées donc, des maillages que l'on est en train en place, on remet à plat complètement les circuits de transport en commun, il y aura donc soit des parkings, qu'on appellera parking, ou soit des pôles d'échange multimodaux. Ce qui fait que le principe que nous mettons en place, c'est la possibilité de poser sa voiture en entrée de ville, en entrée d'agglomération, et avoir la possibilité ensuite soit d'utiliser le bus, soit aussi de proposer, c'est pas mis en place, c'est notre idée, proposer aussi la location des vélos, pas comme le Vélim, puisque le Vélim, on loue un vélo, mais pas pour un jour, c'est pas très pratique, mais pour proposer la possibilité de louer des vélos, pour pouvoir se déplacer dans des lieux qui ne sont pas forcément d'ailleurs desservis par les bus. Je crois qu'il y a un objectif qui est fixé aujourd'hui par la communauté urbaine, puisque je crois que le vélo aujourd'hui, c'est 0,8% des déplacements sur l'ensemble de la communauté urbaine. Et il y a un objectif à 2030 qui est 4%. Je crois qu'il faut qu'on aille bien au-delà de cet objectif et qu'on soit beaucoup plus ambitieux. Et je crois que d'ici 2030, il faudrait plutôt qu'on annonce un objectif à 10% que de rester à 4%. Peut-être qu'on peut aller encore plus loin, mais là encore, je crois que si on veut avancer sur cette question-là, il faut aussi se poser la question de la façon dont on va poser la question aux habitants de Limoges. Et là, c'est la question de la démocratie participative. Si effectivement, on n'embarque pas les habitants de la ville, si on n'embarque pas les citoyens et les citoyennes sur une autre façon de penser l'aménagement urbain, sur une autre façon de se déplacer, je crois qu'on n'y arrivera pas. Parce que c'est effectivement, je crois qu'il va falloir qu'on convainque qu'effectivement, il y a d'autres mobilités, d'autres moyens de se déplacer qui en plus, on l'a vu dans le film, participent à l'autonomie des enfants, participent à l'autonomie des adolescents, permettent de se rencontrer sur l'espace public, permettent de développer du lien, et le lien, c'est probablement ce qui, aujourd'hui, est le plus riche à développer entre nous, bien au-delà des biens matériels. Oui, je voulais ajouter juste une petite remarque. Le vélo ne prend pas nécessairement la place de la voiture. Il y a des choses qui peuvent être pensées comme complément. Par exemple, dans notre village, il n'y a pas ce qu'on appelle de vélobus. Alors le vélobus, ce n'est pas vraiment un bus, hein, c'est un système, je dirais, de ramassage organisé par les parents, soutenu par la commune, où les enfants vont à l'école en vélo. Là, on se dirige vers plus d'autonomie pour les enfants, une plus grande sécurité à l'abord des écoles parce qu'il y aura moins de voitures. Et c'est vrai qu'on songe vraiment à développer ce type de système. Et là, le vélo ne prend pas la place de la voiture. C'est un complément, vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait toujours une opposition entre la voiture et le vélo.
À Panazol, depuis très longtemps, nous avons mis en place le vélobus et des classes qui font vélo toute l'année scolaire, à laquelle je participe dans mon ancien métier d'éducateur territorial des APS. Donc il y a une volonté chez nous de sécuriser le maximum de pistes cyclables sur la commune et des contraintes énormes de voirie nous en empêchent. Donc les enfants, Panazol est la deuxième ville de la métropole, de la communauté urbaine, et nous, les parents d'élèves rechignent à laisser partir leurs enfants à la suite du vélobus pour aller à l'école, même si à Panazol c'est 1, 2, 3 km. Mais il me semblait qu'à Panazol ça fonctionnait bien. Ça marche très bien, la classe vélo et le vélobus fonctionne très bien, mais avec des accompagnants. Les enfants voudraient continuer en dehors du vélobus, mais les parents ne veulent pas. Voilà. Moi, je voulais rajouter juste que c'est vrai qu'on a un gros problème au niveau du relief, parce que le Toulousien a formé de nombreux cyclistes de haut niveau. Le relief n'est pas par hasard, et c'est vrai que par rapport à nous, aux Bigens, on est bien enclavé au niveau du bourg, et c'est vrai que c'est important après d'analyser au niveau des communes de proximité pour trouver des axes. J'entendais parler d'aller chercher plus loin, c'est important. Déjà, il faut que nous, on arrive à travailler avec les communes de proximité Stilson-Lignac pour déjà faciliter et donner l'habitude aux personnes de reprendre le vélo et reprendre du plaisir. Et après, il faut qu'on aille encore plus loin et vraiment faire une étude globale, parce que peut-être qu'on peut rallonger des parcours, mais on éviterait justement des parcours un peu chaotiques. Et il faut qu'on arrive à redonner goût aux gens. Et c'est vraiment un regard global, je pense, avec toutes les communes de l'agglomération de Limoges, qui fera aussi une dynamique pour après finaliser l'activité sur le centre de la ville de Limoges. Oui. C'est bon ? Oui, nous pensons, nous, effectivement, aussi qu'il faut sortir de la culture du tout-voiture et qu'il faut que tout le monde. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'on a montré que pour développer le vélo, il faut que ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que les jeunes qui sont en bonne santé, ça doit concerner tout le monde. Et donc, il faut qu'on puisse se déplacer facilement, tous et toutes, aussi bien à pied, en vélo et en bus. À vélo et en bus. Et donc, nous proposons, plusieurs choses. D'une part, qu'un des moyens de sortir la ville, c'est de réduire les déplacements, notamment les déplacements pendulaires. Par exemple, en implantant des maisons du télétravail sur tout le territoire de la communauté urbaine et sur le territoire de la ville, ces maisons du télétravail permettraient de travailler à distance, non pas à domicile, mais dans des lieux de partage de l'espace, et donc de réduire. Et donc, les gens pourraient travailler à côté de chez eux, ce qui favoriserait aussi la marche à pied, aller chercher les enfants à l'école, etc., etc. Deuxième chose, à l'exemple de ce qui s'est fait à Dunkerque, nous pensons qu'il faut aller vers la gratuité du réseau de transport urbain, améliorer le réseau de transport urbain, mais aller vers sa gratuité universelle sur le mandat. Les exemples de Dunkerque, voire les exemples canadiens, montrent que ça transforme profondément les comportements, en particulier que ça incite les gens qui ont les moyens de prendre des voitures à abandonner la voiture, et ça permet par exemple à Dunkerque de regagner de l'espace. Les parkings commencent à se vider. Il avait été dit ici, et le géographe en a fait état, que pour redonner de la place au vélo, il faut aussi gagner de l'espace sous la voiture et reconquérir l'espace public. Oui, alors pour Couzex, c'est vrai qu'on a un certain nombre de points noirs qui freinent dans l'utilisation du vélo. Je crois qu'effectivement, la tranche d'âge la plus concernée, c'est celle qui est comme pour Limoges. On a un point noir sur la liaison Couzex-Limoges, donc là, il y a un travail à faire. Le budget, celui-là, il est à construire. Il est aussi le projet est à construire avec les usagers et aussi sur leurs habitudes. Mais pour avoir rencontré aussi un adhérent de Vélo, avoir discuté avec lui, on avait envisagé une parallèle, mais effectivement, les usagers sont quand même au plus rapide, au plus efficace. Donc il faut qu'on travaille ensemble parce qu'on n'a pas la science infuse sur le sujet. Moi, en tant que pratiquante, mais pas forcément depuis longtemps, je commence à comprendre mieux le fonctionnement de mon cerveau quand je suis à vélo. Il n'est pas tout à fait le même fonctionnement quand on est en voiture.
Donc c'est aussi ça qu'il faut intégrer dans nos projets. On a un gros travail à faire sur nos jeunes, les collégiens par exemple. On a un encombrement au niveau des sorties scolaires par les véhicules, alors qu'il y a du transport scolaire collectif qui est trop peu utilisé. Donc il y a peut-être quelque chose à faire aussi avec cette population. On a envisagé aussi alors un vélobus, mais au sens vélo collectif, il en existe dans quelques villes. Parce qu'on a deux groupes scolaires. Il y a un groupe scolaire qui, pour faire, je ne sais pas, 500 mètres, prend le car scolaire. C'est quand même une aberration localement. Donc ça, c'est des choses qu'on veut travailler avec les associations de parents d'élèves, voir comment ça peut être mis en œuvre. On va continuer. Merci d'abord votre association.